Alors, on va voir comment, avec LaTeX, on peut mettre au point un système de cartes tout simple, comme par exemple une carte vite fait à gauche, enfin vite fait non, mais si on arrive à faire ça aujourd'hui, par exemple dans la petite vidéo, c'est bien. Alors c'est largement inspiré d'un... Je cherchais un système avec LaTeX pour faire des cartes et j'ai trouvé dans un forum un Allemand, a priori, qui parle pas mal anglais. Donc bon, c'était pas tout compréhensible, mais il avait fourni toutes ses sources et j'ai pu regarder un peu dans le détail et essayer de comprendre comment ça marchait. Et du coup, je me suis lancé dans les cartes, les cartes, les cartes. On fait quelques protos avec des copains auteurs. À côté de ça, je m'en sers pour le boulot en maths, donc c'est le meilleur des deux mondes, quoi. Et j'ai un peu défriché le truc, et du coup, je propose cette vidéo pour ceux que ça intéresse, donc soit prof de maths ou de sciences qui utilisent la tech et qui pourraient avoir un intérêt à faire des cartes. Par exemple, moi j'ai fait ça, par exemple. Alors j'ai pris les images, les premières qui étaient proposées pour les personnages. Je n'ai pas encore fait attention si c'était libre de droit. Mais c'est un petit projet interne pour l'instant, il n'y a rien de développé. Mais voilà, on pourrait faire donc des cartes avec images, titres, le siècle, un bandeau, date. Alors je pensais même plutôt mettre les pays sur le côté. Un texte, un contenu en tout cas, éventuellement une citation en bas, et puis un numéro. Donc tout ça, c'est gérable avec un petit peu de code. On va regarder comment faire tout ça. Alors peut-être pas tout aujourd'hui, parce qu'à la partie intégration d'images, il y a 2-3 bricoles, plus ici j'ai automatisé 2-3 bricoles. Mais on verra dans une deuxième partie éventuellement. Mais voilà le genre de rendu qu'on peut avoir. Et en fait, quand on crée une carte, c'est juste une commande avec titre, ce qui apparaît dans le texte ici, là, donc quelques variables, enfin quelques arguments, pas grand-chose. Et puis on enchaîne les lignes comme ça. Et on peut même imaginer programmer l'appel depuis un fichier externe, par exemple avec du Python. On peut aller scanner un fichier externe qui va chercher les différents éléments et qui va générer le code LaTeX pour ne pas avoir à l'écrire à la main. Et il est même possible qu'il y ait des packages qui permettent de le faire directement en LaTeX. Je ne me suis pas intéressé. Mais si on le fait faire à des élèves, ça peut être intéressant de les faire programmer le fichier Python qui va aller chercher dans un fichier texte tous les arguments, générer le code LaTeX qui lui va être réutilisé derrière. Donc voilà ce qu'on peut faire. Et puis voilà, bon ça c'est le système tout bête qu'on va regarder tout de suite. Et donc avant de démarrer, quelques petites informations. Si je considère que le rectangle gris, c'est ma carte ici. Alors c'est pas tout à fait ma carte, ce serait plutôt le rectangle noir. Donc ce qui est en gris, c'est ce qui est en noir ici. C'est juste quelques termes. Vous avez la bordure, border en anglais, donc qui serait en noir ici. J'ai dû la mettre à 2 ou 4 pour qu'elle soit bien visible. Donc en tout cas, il y a une épaisseur de bordure. Et par rapport au contenu qui est en rouge, qui pourrait être du texte écrit à l'intérieur, par rapport au contenu qui est en rouge, vous avez la marge intérieure qui est appelée padding, qui veut dire rembourrage. Donc on peut imaginer le cadre noir comme la boîte. On va rembourrer à l'intérieur pour le contenu précieux, ici, donc, qui va être dessiné. Donc dessiné ou écrit, parce qu'on peut mettre des images, des formules, du texte, tout ce qu'on veut. Et puis il y a une marge extérieure. Pourquoi ? Parce que si on dessine côte à côte plusieurs cartes, on ne veut pas forcément que le bord des cartes soit contigu. Quand on va découper, si vous avez déjà découpé des cartes, vous savez que c'est des fois un peu pénible, donc on prévoit une petite marge. Sauf si on est équipé en, je sais pas, découpeuse laser, ça existe. C'est le travail de ma femme d'ailleurs. Donc margin pour, on dit en quelque sorte la marge extérieure, padding pour la marge intérieure. Et puis en même temps, on verra éventuellement pour le contenu lui-même, on peut imaginer aussi une marge pour le texte. Si on souhaite que le texte lui-même, il ait des marges extérieures autour de lui pour plus de confort. Alors qu'une image, par exemple, on peut l'intégrer avec le padding, on a l'assurance qu'il ne touche pas le bord de la carte. Mais peut-être que le texte, on veut qu'il soit pas collé à d'autres contenus à l'intérieur du contenu lui-même. Voilà. Donc, margin, padding. On va donc aller faire on va aller chercher TechMaker. Donc, je suppose que vous connaissez un petit peu la tech, mais de toute façon, on va partir de zéro. Donc, nouveau fichier, document de classe.
Et on va lui donner pas d'option, on va pas s'embêter. Je vais vraiment faire le strict minimum. On va donc faire un article. Et je vais prendre la structure de base, donc document. Et un document. Voilà. Et donc il n'y aura que 2 packages aujourd'hui. Après, on peut en rajouter d'autres éventuellement si on souhaite un peu plus de fioritures, comme des nouvelles polices, la reconnaissance de l'écriture française avec ses cédilles et ses accents, tous ces trucs. Bon, dès qu'il y a un petit truc particulier, c'est un nouveau package. Donc là, c'est vraiment au plus simple. Donc on va utiliser simplement géométrie pour les marges, parce que c'est pas pratique d'avoir des marges trop grandes. Donc je vais mettre mes marges à 6 mm avec le package géométrie. Et puis un deuxième package, c'est TIKZ. Sans option, je vais vraiment le prendre sans option. Je vais le prendre en version de base. Bon, il veut pas. Et ce sera tout pour les modules. On verra plus tard que si si je fais une deuxième partie pour développer un tout petit peu, ce préambule, on va pouvoir l'améliorer un tout petit peu avec plein d'autres. Et si ça prend trop de place, généralement, on va intégrer dans l'entête ce genre d'appel. Donc ça apparaîtra aujourd'hui, mais ça va peut-être être déporté si c'est trop important. Et c'est tout. Et donc, on va commencer juste par enregistrer notre fichier dans un coin pour être sûr d'avoir ce qu'il faut. Je vais l'enregistrer. Projet jeu de cartes. Très bien. On va l'appeler main. J'ai déjà appelé l'autre main, donc on va l'appeler carte. Voilà, donc c'est ici que dans ce fichier qu'on déclarera les cartes à terme. On virera tout ce qui est en surplus. Je compile pour être sûr d'être bon. Donc voilà, comme ça j'ai des marges qui sont très courtes, à 6 mm. Ça me permet d'avoir des cartes très visibles à l'écran, parce que sinon ça les décale, etc. Donc, comment on crée avec TIKZ des rectangles? Ça c'est tout bête. Donc encore une fois, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'ai pas encore tout dans les doigts. Je me suis fait une petite feuille de l'autre côté, mais c'est assez bien fait. Il y a des commandes assez intuitives, je trouve. PSTrix a pas mal d'intérêt aussi, mais voilà, TIKZ, je l'ai trouvé intéressant pour 2-3 choses. Par exemple, pour la logique ici des lignes, des flèches, c'est vraiment très souple. Et la notion des nœuds, qu'il y a peut-être dans PS Pitcher, mais je connais pas. PSTrix, pardon, mais je connais pas. Pas suffisamment. Donc, comment on va créer un rectangle? On va, avec la commande draw, on va dessiner. On va donner les coordonnées du coin de départ. Alors ça, c'est important, on verra tout à l'heure pour le placement du texte. Donc, par exemple, là, je vais faire un rectangle tout bête. Et enfin, les coordonnées du coin d'arrivée, donc 5, 8. Et on finit la commande avec un point virgule. Donc ça dessine en théorie un rectangle, voilà, avec un point d'ancrage à 0, 0. Dans le référentiel de la TIKZ Pitcher, ici c'est 0, 0 pour elle, et ici c'est 5 cm à droite. Par défaut, ce sont des centimètres, ce qui est bien pratique, et 8 cm de haut. Donc là, on a dessiné un rectangle. Alors, la première chose qu'on va faire, parce qu'on va dessiner un paquet de rectangles, c'est d'en définir un certain nombre. Donc on va tout de suite aller dans l'entête. Et comme je vais dessiner plusieurs rectangles qui sont la carte, un bandeau titre, éventuellement des rectangles qui vont accueillir des pictogrammes ou des choses comme ça, on va définir ce qu'on appellera des shapes, c'est-à-dire des formes. Donc pour ça, je vais déjà pas mal commenter parce que j'ai pris l'habitude. On va ici avoir la déclaration des éléments graphiques. Alors je prends l'habitude au fur et à mesure de commenter parce que d'abord j'analyse quelques fichiers que je trouve, des documents sources qui sont partagés. Et c'est souvent commenté pour justement être compris. Et quand on écrit pour soi, on n'a pas forcément l'habitude. Mais c'est vrai que quand ça fait 2-3 ans qu'on a fait un truc et qu'on y revient, on ne comprend plus forcément ce qu'on a voulu. C'était logique au moment où on l'écrivait. Puis ça l'est plus après. Et là vraiment les commentaires, ils étaient en allemand. Donc je les ai traduits avec Google Trad. Mais ça m'a quand même pas mal aidé. Pas mes années d'allemand au collège et au lycée du tout. Google Trad, je suis navré. J'ai tout perdu. Et donc, il expliquait pratiquement tout ce qu'il faisait. Et en particulier, dans son code, il mettait vraiment tout en valeur, comme ici, par exemple, avec des traits, etc.
Donc par exemple celui-ci, je vais m'en servir pour dire début et fin. À terme, en fait, tous ces trucs d'ailleurs vont partir dans un fichier à part justement. Donc on va déclarer les éléments graphiques, on va donc définir ce qu'on appellera le card shape, c'est-à-dire la forme de la carte. Donc vous faites /def/ et vous donnez le nom que vous voulez. Donc card shape, c'est pas un mot réservé, c'est le nom que j'ai choisi de donner à la forme de ma carte. Et c'est ça qui va jouer le rôle de mon rectangle. Donc en fait là par exemple, si je le prends, mon rectangle, avec ses coordonnées, je le mets là. Donc card shape, j'ouvre, je ferme, et je décale, et je mets là ce que je voulais dessiner. Donc et maintenant, à la place de ce rectangle de 0, 0 et 5 par 8, je peux mettre card shape. Je le dessine, et ça change strictement rien au résultat à l'écran. Il va simplement aller chercher dans les définitions du début, c'est le principe ici, def, ce que j'appelle card shape, enfin /card shape, c'est comme une espèce de nouvelle variable ou commande éventuellement, elles ont un peu toutes la même forme. Il va chercher le contenu est toujours entre accolades pour LaTeX, et le contenu c'est ça, donc il n'y a pas grand chose. Je peux mettre plusieurs éléments, là j'en ai mis qu'un. Donc draw card shape, ça va me dessiner ma carte. Alors la première chose qu'on peut avoir envie de faire pour les cartes généralement c'est des coins arrondis. Donc on va ouvrir une deuxième catégorie ici, ça va être la déclaration des mises en forme. De la mise en forme. Non, on veut des mises en forme. Et donc on va avoir ici TIKZ7. Donc on va dire en fait à TIKZ ici qu'on va déclarer des options, des mises en forme, des choses comme ça. Donc la première qu'on va faire, alors il faut que je regarde mes notes, c'est les fameux coins arrondis. Où est-ce que j'ai mis? Ouais. Donc on va appeler ça card corners. Alors, ici, ch.style, ça fait penser un peu à du orienté objet, égal, et là on ouvre et on ferme. Et à l'intérieur de ça, j'indente, dès que j'ouvre et que je ferme des accolades, pour la propreté du code, mais on n'est pas du tout obligé, on pourrait très bien tout écrire sur une même ligne avec ouverture et fermeture, c'est une question d'habitude. Et donc, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander de faire des coins arrondis. Alors, si je disais que c'était TIKZ, c'est nouveau, mais en même temps, vous allez voir que c'est pas rounded corners. C'est pas très compliqué. Et on lui dit quel est le rayon qu'on veut pour les coins. Donc, par exemple, je vais mettre du 3 mm. Alors, il n'y a pas besoin ici de point-virgule. C'est pas une commande ici, c'est simplement un appel d'un contenu. Donc, en gros, maintenant, dans Draw, je peux préciser ici, oui, un cœur, Alt 3, ouais. Je peux préciser que je veux adopter le style card corners. Est-ce que non, j'ai pas besoin du anti-slash là. Card corners. Donc on va appeler card corners qui va aller chercher ici dans les TIKZ7. Qu'est-ce qui a été défini comme card corners? Eh bien c'est pardon, j'enlève l'anti-slash. C'est le style rounded corners qui est une option par défaut. Simplement sous cet intitulé, je pourrais rajouter tout un tas d'autres choses que des coins arrondis. Je pourrais rajouter, je sais pas. On verra tout à l'heure pour la transparence des cartes elles-mêmes et compagnie. On peut définir donc un nom de style qui va englober plusieurs sous-styles, ce qui permet de hiérarchiser au début toutes nos options graphiques en en-tête, un peu comme le CSS pour les fichiers HTML qui mettent en forme tout le reste. Donc maintenant, si je l'appelle card corners, je vais avoir mes coins arrondis. Voilà, donc là on a la structure de la carte. Tous les éléments graphiques qui vont avoir des formes rectangulaires auront ce coin arrondi si je leur attribue le style card corners. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors on peut aller voir aussi une autre partie du code qui va être pratique, c'est la déclaration des variables. On va créer des constantes. On va créer des variables pour lesquelles auxquelles on va attribuer des largeurs, longueurs, des choses comme ça. Et c'est là où on va revenir à notre système de padding. Donc PGF
math 7 macro, le nom de la variable et la valeur qu'on lui attribue. Donc avec TechMaker, vous faites ici pour naviguer entre tab et alt tab, entre les différents éléments, je prends l'habitude de mettre des alt 7, ça fait des petits points, un peu comme le point médian là, qui nous permettent de naviguer en fait, c'est pratique. Donc PSGF7 macro, je vais en avoir besoin d'un certain nombre. Je me le mets dans un coin en commentaire et je le copierai plus tard. La première chose qu'on va avoir, dont on va avoir besoin, c'est la largeur de la carte, width. Donc card width, je vais l'attribuer à, alors j'ai regardé un peu, c'est a priori 5,7 cm pour les cartes standards. Et on va faire pareil pour les cartes 8. HEI, GHT. Alors pareil, c'est de l'anglais, vous mettez longueur, largeur si vous le souhaitez. Mais là ici, je vais avoir plusieurs types de longueur, plusieurs types de largeur, donc il faudrait largeur carte, ou carte largeur, carte longueur, bandeau longueur, bandeau largeur, c'est à vous de voir comment vous voulez appeler les choses. Mon logiciel ici, c'est donc TechMaker, il met en couleur les commandes reconnues ici, par exemple TIKZ, c'est mis en couleur correctement. Et puis vous voyez ici que PGF Math7 macro est dans un bleu qui est exactement le même que là. Sauf que ça, c'est une commande qui est reconnue par la tech, alors que ça, c'est moi qui le définis. Et ça a la même couleur. Donc ça, c'est un peu dommage. Il faudrait que j'aille dans les options de coloration syntaxique pour que ce soit plus joli. Par exemple, Overleaf le fait différemment, il me semble. Voilà, donc j'ai défini mes longueurs et largeurs, ce qui fait que si je reviens à ma définition de card shape, c'est-à-dire la forme de carte, bah maintenant je peux mettre card width, virgule, card 8, HEI, GHT. Ce qui ne change strictement rien à mon code, mais ce qui fait que j'ai déporté au tout début de mon code la mise en forme. Enfin si, ça change les dimensions, je viens de les changer, mais sur le plan de la programmation, j'ai juste ici fait que ces choses-là vont chercher au tout début, d'ailleurs peu importe où c'est fait d'ailleurs, je me demande si ça marche pas après, peu importe, ça va chercher ici la valeur elle-même. Donc on dirait un peu qu'on fait des poupées russes avec des choses qui en appellent d'autres, mais vraiment l'idée c'est d'avoir une espèce d'entête qui à terme, je répète, sera déporté et qui va vraiment gérer tous les aspects mise en forme, graphique et compagnie. Et ça, une fois que c'est géré et bouclé en quelque sorte, c'est des options comme dans un menu d'options d'un logiciel ou d'un jeu. Donc on s'en occupe plus une fois que c'est fait. Et quand on veut vraiment y aller, eh ben, on va gratter dans le fichier correspondant qu'on appellera, je sais pas, options par exemple. Et donc on va tout reporter et faire des appels les unes aux autres pour avoir une structure comme ça descendante. Moi, je voudrais que si je change le 5,7 et que mes images se calent sur la largeur de la carte, par exemple, ben en changeant juste ce 5,7, ça descend partout, c'est appelé. Je n'ai pas à m'occuper ensuite de modifier tout un tas de choses dans le code. Donc c'est une façon quand même plus simple d'envisager les choses. Donc voilà, alors maintenant on va créer d'autres éléments. Par exemple, on va essayer de faire un bandeau en haut. Est-ce que j'ai encore mes exemples? On va essayer de faire un bandeau en haut, par exemple ici. Qui va faire toute la largeur. Alors si je fais un bandeau en haut qui va faire toute la largeur, il faut que je définisse un nouveau shape. Donc on va faire un def, on va l'appeler, alors je ne vais pas l'appeler title, c'est déjà utilisé. On va appeler titre, tant pis, on va mélanger de l'anglais et du français. Ben non, si, je peux faire title, shape. Ça j'ai le droit. Et on ouvre et on ferme. Et on indente. Alors, qu'est-ce que ça va être mon title shape? Je vais me servir de celui-ci. C'est un rectangle, sauf que je ne veux pas qu'il aille jusqu'au bout. Quoique si, on peut commencer par ça. Donc, il va commencer dans le coin, mais pas tout à fait en haut, avec une certaine marge. Et puis, il va descendre en bas d'une certaine... Alors, il va aller tout à droite et il va aller en bas d'une certaine largeur pour la bande. Donc je vais déjà définir une largeur de bande, parce que j'aimerais que toutes mes bandes aient la même forme. Donc on va appeler ça, alors c'est strip pour bande, strip width. Et on va le mettre à, je sais pas, 0,7 je crois que j'ai mis dans mon fichier, voilà. Ce qui fait que, et donc oui, on va réinvestir les autres choses que j'ai évoquées tout à l'heure. On va se donner aussi une marge
on va appeler ça margin, de carte, donc card margin. On va se la mettre à 0,2, histoire d'avoir quelque chose. Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne va rien dessiner à moins de 2 mm du bord de la carte. Ça dépendra comment on se sert de ces choses-là, mais l'idée c'est vraiment ça, de se servir de ça comme d'un élément de marge intérieure. D'ailleurs je devrais dire, pour la carte, c'est card padding. Et on va même mettre... Ouais, pour l'instant, je vais l'appeler padding tout court. Comme ça me servira à tout. Et puis, je modifierai éventuellement. Je créerai d'autres paddings pour les strips, pour les cartes et des choses comme ça. Si on a envie, on va faire simple au début. Donc, maintenant qu'on a ça, ça veut dire qu'on va positionner notre titre. Alors, mon titre, j'aimerais qu'il ait toute la largeur de la carte, mais qu'il soit une certaine marge intérieure, donc padding du bord haut. Voilà, donc on va faire ça. Donc, ça veut dire que je vais commencer à... Alors, 0 en abscisse, c'est cet axe-là, 0 tout en haut, moins le fameux padding qu'on veut se donner. Donc 0 en abscisse, et en fait, on va mettre ici card 8, HUIGHT, moins le padding. Et on veut aller jusqu'à la droite de la carte, donc là c'est card width, la largeur de la carte, et le padding moins, alors je veux descendre à partir de padding, donc là, par rapport au haut de la carte, card 8, la hauteur, je descends du padding, de la marge intérieure de mes cartes, pour l'instant, et je veux descendre enfin de la largeur que je veux donner à ma bande, donc moins strip padding, strip width. Voilà, et puis maintenant, il n'y a plus qu'à aller ici, un draw, card corners, on va mettre tout de suite des coins arrondis, et j'ai appelé ça comment? Title shape. Point virgule. Alors le problème c'est que je suis parti complètement en pleine gauche. Et la deuxième chose c'est que mes coins arrondis de carte, qui par rapport aux proportions de la carte sont acceptables, font que pour la faible largeur de la bande de titre, le coin arrondi est un peu trop grand. Donc on va déjà se créer un deuxième style. Autant le style card corners à 3 mm est intéressant, autant pour les strips, ça va pas aller. Donc on va séparer les deux et on va faire un strip corners ou element corners, c'était l'idée de la personne d'origine. Element corners, tous les éléments intérieurs à la carte auront un coin arrondi de rayon 2 mm. Donc la carte elle-même a son propre type de coin et les autres éléments auront leur type de coin. Donc déjà ça va changer un peu l'aspect, c'est un peu plus raisonnable normalement. Element corners. Ah oui, alors il faut par contre dans les TIKZ7, il faut penser à séparer avec des virgules. Vous êtes censé enchaîner des éléments comme dans une suite avec des séparateurs virgules entre eux. Donc là on est d'accord que c'est pas terrible parce qu'on touche le bord, donc on va se décaler du fameux padding. Donc je vais le rajouter dans mon title shape ici. Je commence pas à 0 mais plutôt à padding. Et à droite, je vais jusqu'à card width, la largeur de la carte, moins padding. Donc je reviens en arrière. Et ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer avec les différents éléments graphiques. Par exemple, la largeur. Si je réduis la largeur à 4, j'aurai une carte plus fine, mais qui va de toute façon respecter malgré tout. Vous voyez, le titre, il est dépendant de ce qui se passe pour la largeur de la carte, donc il va occuper tout l'espace, moins le padding à gauche et le padding à droite. Et toujours le padding en haut. Donc au niveau des éléments graphiques, c'est cohérent, quelles que soient les dimensions qu'on va y donner. Donc ça, c'est une première chose intéressante avec ce principe, c'est qu'après, une fois qu'on a défini notre structure, on peut la modifier. Elle est pensée avec ces variables pour s'adapter à toutes les formes qu'on va lui donner. Alors je vais revenir à mon 5.7 et j'ai oublié 8, je sais plus combien. 8.8. Et puis on va mettre un peu de couleur à tout ça parce que c'est un peu tristoun et le but c'est quand même de faire du joli aussi à la fin.
Donc au lieu de faire un draw, on va faire un fil ici. Et on va décider du fil égal, je sais pas, on va mettre til, parce que j'aime bien. Donc là, on lui demande plus de dessiner simplement le contour, mais on lui demande de remplir la forme. Et puis on va peut-être mettre... alors vous n'allez pas arrêter de faire ça. Hein. Modifier vos éléments graphiques des rayons à 1 mm. Voilà, c'est très bien. Et là, le mettre à 2. Bon, vous chipoterez de votre côté avec vos envies. Voilà, comme ça me va bien. Ok, alors maintenant, on va pouvoir en créer plein d'autres. Si je reprends celui-ci, par exemple, j'ai mon titre ici. Alors j'avais peut-être fait une marge un peu plus grande, vous voyez, donc je peux le modifier à la volée. Mon padding, je peux le mettre à 0,3. Et enfin, on va faire la bande du bas. Alors la bande du bas, elle va occuper tout l'espace. Ça, c'est pas compliqué. On va prendre exactement la définition du title, shape. Et puis, on va lui donner un nom différent. Donc toujours shape, voilà. Et on peut l'appeler below strip shape. Donc la bande du bas, la forme de la bande du bas. Voilà. On peut pas faire plus bête. En ordonnée, donc en abscisse, je vais partir de... Alors on va partir de 0, vous allez voir le problème que ça pose. Et puis on va partir de padding, donc on va être décalé, vous voyez, par rapport au bas de la carte. Donc on part de 0 à gauche et on décolle de padding. On va jusqu'à la largeur de la carte et on monte de la hauteur de la bande, qui est la hauteur de toutes les bandes, histoire d'avoir quelque chose d'un peu uniforme. Donc on va jusqu'à la largeur de la carte. Et enfin, j'ai dit quoi? Padding plus strip. Donc il n'y a pas grand chose à changer. Et maintenant, j'y vais pour la bande du bas. Donc c'est plus title, c'est below strip. Shape. On va lui donner une couleur différente. Red. Voilà. Et j'ai oublié, non, il ne faut pas mettre des virgules, non. Voilà, donc j'ai un système. Par contre, je vais enlever les éléments de corners parce que ça sert à rien d'avoir des coins arrondis. Normalement, les coins, on ne les voit pas. Et puis, il y a un truc qui n'est pas très joli. En tout cas, quand on imprime, ça dépend. Ici, on voit légèrement le noir derrière. En fait, je crois, on verra avec la notion de note plus tard, mais que mon 0, c'est en fait 0... Et on a la moitié de la largeur de la bordure d'une part, la moitié de la largeur de la bordure d'autre part. En fait, c'est plus ou moins centré sur le milieu de la bordure, ce qui fait que ça dépasse légèrement et c'est pas très joli. Donc le truc, c'est de lui dire d'aller un peu plus loin à gauche et un peu plus loin à droite, tout simplement. Donc là, on fait en bricolant vraiment. Moi, je mets 0,2. Là, vraiment, je copie complètement l'autre puisque le modèle qui avait été choisi avait mis 0,2. J'ai gardé ça. Vous mettez ce que vous voulez, peu importe. Mais donc le problème c'est que ça dépasse. Et donc il y a une option qui va permettre d'expliquer que tout ce qu'on dessine à partir d'un certain stade, on veut que ça soit que ça ne dépasse pas du cadre qu'on aura défini. Donc ça c'est la partie qui commence à être intéressante avec TIKZ et le système de cartes, c'est qu'on va avoir une gestion vraiment très souple. Il faut imaginer qu'on colle des autocollants. Et avec un système qui fait que tout ce qu'on rajoute par-dessus va cacher ce qui est derrière, en quelque sorte. Alors, c'est plutôt le contraire dans les déclarations. On va déclarer avant ce qui fait la découpe, mais l'idée, voilà, c'est qu'on découpe ce qui déborde et on va le déclarer. Donc ça se fait avec un... Alors, on va faire un scope. Un scope, c'est pour avoir une forme d'enfermement, pour que tout ce qu'on y fait à l'intérieur de ce scope, une espèce de parenthèse en quelque sorte, va pas se répercuter sur tout le reste du dessin. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui est local. Donc on va faire un begin scope et end scope. Et je vais mettre cette partie de mon code à l'intérieur. Donc pour l'instant, si je compile, ça change strictement rien, puisque c'est juste scope, end et begin, c'est juste un environnement
dans lequel je demande de faire des dessins et qu'il soit à l'intérieur ou pas de cet environnement ne change rien. Par contre, on va lui dire de faire ce qu'on appelle un clip, si je me souviens bien. Oui. Donc on va déclarer clip, c'est-à-dire on va déclarer la forme à laquelle vont s'adapter tous les dessins qui vont être, enfin toutes les commandes qui vont venir ensuite dans ce scope-là. Et dès qu'on va quitter le scope, on va abandonner cette notion de clip. Alors clip, ça va être évidemment le card shape. C'est lui qui va nous donner la structure à pas dépasser. Point virgule. Et si je fais ça, normalement, ça devrait couper ce qui dépasse. Alors avec des petits soucis qu'on va devoir gérer. Donc ici, là, il n'y a pas de problème pour l'instant. Et donc là, on a enfin la découpe. Alors vous avez remarqué une chose un peu intéressante par rapport au padding, c'est qu'il y a un décalage à l'écran quand je compile. Vous voyez, en fait, il est pris en compte la taille de mon below strip shape, donc la bande horizontale du bas, là, elle est prise en compte dans mon dessin, ce qui fait que ça décale d'autant le reste. Et vous remarquerez que quand je définis mon card shape à 0, 0, 0, c'est ce point-là. Eh bien, comme le rectangle rouge, il va dessiner un peu plus à gauche, l'ensemble de la figure, donc qui est dans l'environnement TIKZ Picture, elle est décalée. En fait, c'est pas 0 qui décide, c'est juste un point qu'on se fixe comme repère. C'est finalement le point le plus à gauche qui va être dessiné. Par contre, quand j'active, donc là j'ai commenté pour que ça soit désactivé, mais quand j'active le clip Card Shape, eh bien c'est ce qui va être effectivement dessiné qui va être pris en compte pour les marges. Et vous voyez qu'il y a un décalage. Donc je leur montre. Ça décale, et là non. Donc ça c'était à noter parce que quand on va devoir gérer plusieurs cartes côte à côte, ce principe-là fera qu'on n'aura pas à s'embêter avec ce qui va dépasser. On pourra voir très large et même s'en servir, vous verrez, pour faire des répétitions de motifs, sans s'occuper de si ça déborde ou pas, ça n'interviendra pas pour le positionnement des cartes côte à côte. Bon, on a bien avancé, maintenant on aimerait rajouter des titres à l'intérieur, commencer à écrire. Alors ça se fait de deux façons, mais en tout cas le principe c'est de créer ce qu'on appelle des nœuds, des points d'ancrage en quelque sorte. Et je vais vous montrer 2 ou 3 bricoles qui peuvent être utiles. Et on va commencer par exemple par la barre du titre, on aimerait écrire titre à l'intérieur de cette barre. Donc ça c'est Title Shape, il y a juste à rajouter Node et vous mettez le titre. Alors on va voir ce que ça donne, ça va pas être terrible. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc ça l'écrit en bas à droite de mon cadre. Alors pourquoi en bas à droite? Si je reviens à la définition de Card Shape, la forme de ma carte, j'ai commencé par le coin... Title Shape. Je suis dans Title Shape. C'est la barre de titre. Elle a commencé dans le coin, donc padding, le plus à gauche avec la marge, et Card 8 moins padding, donc ici. C'est le coin sur lequel on est parti. Attention, on ne prend pas en compte le fait que ça soit ensuite arrondi. Donc le point de référence, c'est celui-ci. Et ensuite, on a dessiné un rectangle qui allait dans le coin opposé, ici. Et comme c'est ce dernier qui a été déclaré, eh bien, le node, donc le nœud, a été créé au dernier point d'ancrage de la figure, ici. Alors on va pouvoir, si on veut ancrer plutôt là-haut, je vais vous montrer une façon de faire différente. Je vais changer la place de ces deux éléments-là dans mon Title Shape. Je vais le couper. Alors, je suis toujours un peu perdu. Là. Je le mets là. Et je vais couper l'autre inversion. En faisant ça, j'ai changé le point d'ancrage qui devient le dernier point dessiné. Donc c'est lui le point d'ancrage maintenant. Alors je vais vous montrer des bricoles pour rectifier un peu le tir, mais on va voir que c'est vraiment du bricolage. Il y a vraiment moyen de centrer parfaitement à l'intérieur de la figure, c'est ce qu'on verra dans un deuxième temps. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter des options à node. Donc les options en latex, c'est toujours pareil, c'est entre crochets. Arguments et éléments contenus sont dans des accolades. Donc dans les crochets, on va lui proposer d'écrire ça plutôt en bas, donc below, et à droite, below right. Donc c'est, je crois, toujours dans l'ordre.
d'abord l'histoire de positionner au bas, puis ensuite positionner gauche-droite, il me semble, mais je suis pas sûr. Donc là, il va dessiner en bas à droite, et déjà, ça rentre un peu mieux dans le cadre. Alors qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va décider que mon titre, donc le texte que j'écris, ce qui constitue le node, ce qui pourrait être n'importe quoi d'autre, hein. J'ai mis du texte, comme j'aurais pu mettre une image ou n'importe quoi d'autre, il est en bas à droite. Alors, par défaut, je ne sais plus quelles sont les dimensions du décalage bas à droite. Ça doit être 0,2 d'après ce que je vois, ou 0,1, parce que c'est pas loin de mon décalage ici. Non, c'est moins. Ça se fait de un certain nombre de pixels ou de millimètres en bas et à droite. Et donc ensuite, il va dessiner notre titre. Sachant que le point d'ancrage du titre, il faut imaginer que le mot titre, c'est une boîte qui est centrée au centre du rectangle qui enferme cette boîte. Pour les boîtes, je vous renvoie à la documentation en ligne qui est pas mal faite et qui explique que les boîtes d'ailleurs de texte, elles ont une partie qui est basée sur la ligne d'écriture, et puis toute la partie basse avec les jambes des G, des lettres qui dépassent en dessous, sont dans une boîte en dessous à part, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, l'enjambement des lettres est pris en compte en dehors. Là, vraiment, c'est le centre du rectangle qui est basé sur la ligne d'écriture et plus ou moins le haut des lettres. Et donc, ce point, il a été décalé à droite et en bas. Tac. Alors ça, c'est pas l'idéal parce qu'on peut rajouter des bricolages. Vous allez voir, ici, je peux faire un X-Shift pour faire un décalage en X de, je sais pas, 2 mm. Ça va décaler un peu plus vers la droite, en plus de mon décalage au bas, vous voyez. Et puis, je peux le décaler de 10 mm. Et si je veux vraiment arriver à le centrer, je vais bricoler un grand moment avant d'y arriver. Et puis surtout, ça marchera uniquement pour les dimensions que j'ai définies. Donc là, ça ne marche pas. Bon, je vais arrêter. Mais par contre, je vous montre que si je change de dimension, ça ne sert à rien. Si ça me paraît à peu près centré là, dès que je vais changer ce truc en 9, c'est du absolu, c'est pas du relatif. C'est-à-dire que ça ne dépend pas des dimensions de ma carte. Et du coup, ce qui était centré dans une dimension n'est plus dans une autre. Donc c'est idiot. C'est pas comme ça qu'il faut travailler. Même si on peut le faire, si on a un projet dont on souhaite pas modifier les variables après, mais bon, c'est jamais une trop bonne idée. Donc ça peut dépanner. Donc là, non, ce qu'on veut, c'est que ça soit centré, mais que ça soit vraiment centré proprement, quelles que soient les dimensions. Donc c'est pas du tout ça qu'on va utiliser. C'est une option toute bête. C'est pose égale 0,5. Alors on va essayer de comprendre pourquoi ça marche. Et vous voyez que ça centre très bien. Et surtout, si je change les dimensions, si je passe à 9, ça reste centré dans les nouvelles dimensions de ma carte. Alors pourquoi et comment ça marche? En fait, c'est par rapport au point d'ancrage. Vous avez une figure ici qui a un point de départ. Donc je les ai modifiés tout à l'heure. Donc maintenant, c'est bien ça, hein, c'est celui-là. Non, c'est celui qui est en bas à gauche. De toute façon, on va vite le voir. Donc j'ai un point d'ancrage de départ. Je crois que c'est celui-là, j'ai oublié. Et puis un point d'ancrage d'arrivée. Et ici, je lui ai dit pose 0,5. En fait, il se met à mi-chemin entre les deux points d'ancrage. Donc, si je lui dis par exemple point d'ancrage 0, je vais voir mon point d'ancrage d'origine tout simplement. Donc c'est en bas à droite plutôt. Mais vous voyez, on s'en fiche éperdument du début et la fin. Peu importe les coins qu'on va choisir. Si je choisis pose 0,5, j'aurai la position intermédiaire entre les deux, donc le centre du rectangle. Et si je vais chercher position 1, j'aurai le point d'arrivée. Voilà. Donc point de départ, point d'arrivée pour 0 et pour 1. Donc si je mets 0,33, je serai à un tiers du point de départ, donc à peu près par là. Et moi je veux le milieu, donc je mets 0,5. Alors ça c'est vraiment pratique, quand j'ai trouvé ça j'étais content, parce que le centré des textes, il n'y a rien de plus pénible. Et vous voyez que c'est pas la seule manière de faire, puisque pour le contenu on aura un intérêt différent. Voilà, donc on a quelque chose qui ressemble déjà un peu à ce titre de carte. Alors si on veut améliorer un tout petit peu les choses, on peut, comme option, ici dans le texte, rajouter qu'on veut écrire en blanc par exemple. Donc on va mettre, je crois que c'est ça, color white. Et on enferme ce qu'on veut écrire en color right. Donc je crois que par défaut, il n'y a pas besoin du package couleur, si.
Je sais plus. Bon, sinon on rajoute un package pour les couleurs. Non, c'est bon, c'est pris en compte. Il y a des packages qui rajoutent des gestions de couleurs, mais je crois que c'est surtout pour des couleurs différentes, des déclarations de couleurs par RGB et compagnie. Ça, je peux avoir envie de le mettre en gras. Enfin bref, on peut jouer après sur la mise en forme. Moi, je préfère texte SC pour mettre en forme mes titres de cartes. Donc ça veut dire en script, vous allez avoir les grandes majuscules pour la première et petites pour les autres, j'aime bien. Ça fait très livre, donc vous êtes le héros. Et voilà un titre de carte. D'ailleurs, dans les livres dont vous êtes le héros, ça serait titre de carte. Avec un C pour tous les noms. Ok, donc on a quelque chose qui ressemble à mon projet. Et puis, enfin, éventuellement, on va mettre notre nombre ici à droite, parce qu'on aime bien numéroter les cartes quand on en a plusieurs. Par exemple, dans mon système ici, j'avais numéroté parce que je fais référence à des numéros que je vais retrouver pour les images. Donc on commence déjà à imaginer les ranger dans un certain ordre. Surtout si on fait appel à un fichier externe. C'est une référence qui permet de retrouver l'éventuelle erreur, par exemple. Et puis même dans les jeux de cartes, on va souvent numéroter les cartes pour y faire référence dans les FAQ, des choses comme ça. Alors comment on va faire pour mettre un texte à droite? Bon, ça on sait maintenant faire normalement. Centré. Et puis surtout, pour le faire tourner, c'est tout bête, si je me rappelle. On va aller dans donc c'est lequel? Le Below Strip Shape, donc la bande horizontale du bas. D'ailleurs, j'ai pas mis horizontale, la bande du bas. Et on va faire notre node ici. Et ensuite, on va lui dire d'écrire le code 001 en gras. Et comme je suis maniaque, même si ça ne change rien. Alors bien sûr, il va prendre le node final de notre Below Strip Shape. Donc, et là, ça sort du cadre, puisque vous vous rappelez qu'on est dans un scope. Et que ce scope, il est coupé par le clip card shape qui dit tu ne dessines rien en dehors de la forme que tu as définie en tant que card shape. En plus, ma bande rouge, on l'a définie en dehors de la carte, elle dépasse largement. Donc, il va falloir faire légèrement différemment ici. Je ne vais pas m'embêter. Alors, soit je fais un décalage en X-Shift, et on verra comment faire une rotation. Soit je choisis tout de suite de positionner. Alors là, je vous avouerai que je vais plutôt positionner en absolu. On ne va pas s'embêter. Par contre, node maintenant doit être déclaré comme une commande. Il n'est plus marqué node tout court. Ici, dans la suite de la commande fill qui appelle tileshape. Donc tout ça avec des anti-slash. Le node est écrit simplement. Mais là, je veux que ce soit une commande. Et donc, je vais lui dire à quelle coordonnée je veux qu'il la dessine. Donc là, ça demande un peu de réfléchir. Moi, je voudrais que ça soit tout à droite. Et on revient en arrière d'un padding. Donc card width, largeur, moins le padding qu'on a défini. Ensuite, au niveau de la hauteur, on va aller padding plus la moitié d'une largeur de bande. Donc padding pour s'écarter du bas de la carte, on arrive ici, et la moitié de la largeur de la bande, donc plus 0,5 fois, et donc il va chercher le contenu de strip width, la largeur d'une bande. Déjà ça va être un peu mieux, et j'ai oublié bien sûr le point d'exclamation, point virgule à la fin je crois. Puisqu'il est devenu une commande à lui tout seul. Donc le 001 se met à droite. Alors il est écrit un peu gros. Donc, alors on va regarder si ça change, je me souviens plus. Si ça change quoi que ce soit de mettre entre dollars. C'est ce qui me semblait, je préfère les dollars. De toute façon pour les chiffres j'aime bien les mettre en dollars parce que la coloration syntaxique me les met en vert et on les repère plus facilement quand il y a des variables comme ça ou des noms. Idéalement d'ailleurs, on peut demander à la tech d'indexer les cartes automatiquement. Pourquoi pas. Mais on peut avoir envie de mettre des codes manuels
Par exemple, pour un système de cartes, on pourrait avoir des bâtiments et des personnages, donc des B pour bâtiment, P pour personnage. Mais si c'est vraiment juste une suite de chiffres, on peut créer un petit compteur qui va indexer automatiquement les cartes qu'on va créer. Bon, 0, 0, 1. Et je la trouve un peu grande, donc on va se mettre en tiny. Et comme c'est à l'intérieur d'un système d'accolade, c'est le principe des scopes. Ça ne prendra en compte que ce qui est écrit dans les scopes, les accolades ici. Et ça ne va pas intervenir sur la suite. Par exemple, si j'écris coucou comme tout à l'heure, il ne va pas être en tiny, il va être en grand. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de prendre des précautions pour fermer ça dans des accolades. C'est déjà le cas par définition de TextBF. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? On va faire une rotation. Alors, tiny, c'est peut-être un peu exagéré. Small, ça sera très bien. Je crois que small, c'est un peu plus grand que tiny. Voilà. Et maintenant, on va faire une rotation. Alors, je crois que c'est dans les options. Alors, je ne l'ai pas fait dernièrement, donc c'est rotate. Et vous mettez... alors, je ne sais plus s'il faut mettre degrés. Non, c'est bon. Donc, par défaut, c'est des degrés. Heureusement que c'est pas des radians, évidemment. Donc, on fait une rotation de 90 degrés. Alors, on est parti un peu loin avec le padding. Est-ce qu'on n'a pas exagéré ? On peut dire... où est-ce que je l'ai mis ? Ici. En ordonnée, oui, 0,5, pourquoi pas. Si on veut coller un peu plus au bord de la carte. Mais après, vous fignolez ce que vous voulez. Ça sera un peu plus près du bord de la carte, mais il y aura que cet élément qui le sera, par exemple. Et puis là aussi, on peut avoir envie de le mettre en couleur. Color. White. Et je m'embête pas à faire mes entre accolades là aussi, puisque normalement ça n'intervient pas sur la suite que je pourrais écrire éventuellement. Si je dessine n'importe quel coucou, déjà le fait de sortir de la TIKZ Pitcher fait que je ne serai pas impacté. Et si j'écris coucou ici, il me semble que ça l'écrit bêtement. Ah, peut-être. Je sais pas. Bref, on a un système déjà qui fonctionne assez bien. Voilà pour cette première partie. Donc vous pouvez modifier tout ça en changeant, en rajoutant. On verra donc éventuellement dans une deuxième partie comment rajouter des images. C'est là que ça rend les choses un peu jolies. Et puis rajouter des éléments graphiques et surtout organiser un peu mieux notre fichier pour que tout ça soit largement simplifié. Parce que là, il y a quand même beaucoup de code dans mon en-tête. Ça ne commence que ici. Et ça, c'est juste une carte. Il y a beaucoup de répétitions que j'ai pas envie d'avoir sous les yeux. Donc on verra comment simplifier les choses pour qu'on n'ait qu'une ligne de commande personnalisée qui ne prenne en compte que le titre. On verra donc la prochaine fois le contenu. Le numéro, il peut être automatisé ou pas, etc. Donc on verra dans une autre vidéo.